ma présentation d'aujourd'hui s'intéresse à l'amendement législatif au Code civil du Québec qui indique que, et je cite, les animaux ne sont pas des biens. Donc, un amendement qui a été apporté en 2015 et dans lequel aussi on reconnaît que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, ayant des impératifs biologiques auxquels il faut répondre. Donc, on tente par cet amendement de se distancier le plus possible de la notion de propriété en disant que les animaux ne sont plus des biens et de se rapprocher de la notion de personnalité juridique que les humains et certaines corporations possèdent. Donc, je m'intéresse à regarder ce nouvel amendement parce que l'article 898.1 dans lequel il y a l'amendement semble se trahir lui-même parce qu'on y indique que même si les animaux ne sont pas des biens, toutes les lois relatives aux biens s'appliquent à eux malgré tout. Ce qui soulève certaines interrogations parce qu'un bien, c'est quoi si c'est pas, comme le définissent certains dictionnaires, une chose susceptible d'appropriation, toute chose qui fait partie du patrimoine d'une personne. Et donc, si les animaux ne sont pas des biens, mais qu'on les traite comme des biens, quelle est donc la différence et qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Donc, je ne m'intéresserai pas ici à explorer les catégories juridiques, là, je vais vous épargner ça, mais je m'intéresse plus aux attributs comme tels qui ont acquis les animaux et quelles sont les différences présentes dans la situation actuelle entre les animaux et les humains sur le plan juridique. Donc, ce que je vous proposerais, c'est que le principal marqueur de différence qu'on voit aujourd'hui, c'est que les êtres humains possèdent un droit à la vie, alors que les animaux sont toujours soumis à la notion de droit d'abusus, qui est un latin pour parler du droit de disposer à sa guise d'un bien. Donc, si par les amendements législatifs, on a assuré des nouvelles normes pour protéger le bien-être et la sécurité des animaux au courant de leur vie, rien n'empêche les êtres humains de mettre fin à cette vie-là. Donc, le droit d'abusus, comme je le disais, est un attribut de la propriété. Donc, on reste encore dans le monde du bien, de la chose, de la propriété, qui va permettre soit de disposer du bien sur le plan juridique. Donc, soit de l'aliéner, là, on parle de la vente, le don, par exemple, ou d'en disposer sur le plan physique, soit en le consommant, à l'abandonnant ou en le détruisant, comme on dit dans les manuels, ce qui ici nous amène à soit l'euthanasie ou à l'abattage des animaux. Donc, l'abusus va être considéré comme la prérogative la plus importante du droit de propriété. Et donc, les êtres humains, en maintenant le droit de tuer les animaux, maintiennent cet attribut de la propriété. Donc, j'ai exploré quand même en détail la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal pour voir si on avait des nouvelles dispositions sur la question. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut, si on lit article par article, on pourrait sentir qu'il y a une volonté de créer un droit à la vie pour les animaux, notamment dans l'article 6, qui nous dit que nul ne peut faire en sorte qu'un animal soit en détresse. D'accord? Comment on définit la détresse? On dit qu'un animal est en détresse quand il est soumis à un traitement qui causera sa mort. Donc, si je lis de manière individuelle l'article 6, ça me donne l'impression que je ne peux pas causer la mort d'un animal. Le problème avec cette conclusion-là, c'est que si on lit la loi dans son ensemble, il existe aussi l'article 12 qui prévoit les modalités d'euthanasie d'un animal. Et dans lesquels un article dans lequel on prévoit que les circonstances entourant l'acte ne doivent pas être cruelles et doivent viser à minimiser la douleur et l'anxiété de l'animal. Donc, en ayant cet article-là dans la même loi, si je dois interpréter les deux en harmonie, j'ai l'impression que l'article 12 nous dit que si on le respecte, ça veut dire qu'on ne met pas l'animal en situation de détresse, ce qui vient contrebalancer ma conclusion par rapport à l'article 6, qui pourrait être les bases d'un droit à la vie.
Donc, c'est par cette lecture conjointe qu'on vient voir que le droit d'abusus est maintenu. On aurait pu imaginer une autre disposition. On aurait pu imaginer, parce que, bon, on sait que les euthanasies se font encore, mais on aurait pu imaginer que l'article 6 soit maintenu, mais qu'on nous dise à l'article 12, dans les seuls cas où un animal est malade et où qu'il présente des problèmes graves de comportement, on peut procéder à l'euthanasie, mais on n'a aucun des critères comme ça qui sont laissés dans la loi. En fait, à toute fin pratique, c'est la décision de procéder à l'euthanasie va être laissée à la discrétion de chaque personne qui a la garde d'un animal. Donc, en plus de ne pas établir des critères pour limiter l'exercice de l'euthanasie, la loi va même donner à des tiers le droit de procéder dans certaines circonstances aux euthanasies, soit dans certaines circonstances donc aux inspecteurs, inspectrices, parfois aux juges, parfois même au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation. Et dans le projet de loi 128 qu'on a abordé brièvement un peu plus tôt, même aux municipalités. Donc en somme, loin de limiter l'exercice de l'euthanasie, la loi sur le bien-être et la santé animale a plutôt été l'occasion d'octroyer encore plus de pouvoir à ce niveau-là à des tiers. Donc pour bien comprendre en quoi ça nous distingue les animaux des êtres humains, je propose de comparer les animaux avec les personnes majeures inaptes, parce que sur le plan juridique, il y a beaucoup de similarités. Dans les deux cas, les personnes majeures inaptes ne peuvent pas exercer leurs droits eux-mêmes, ce qui est la même chose pour les animaux. Les personnes majeures inaptes vont avoir besoin de l'aide d'un curateur, une curatrice, ou un tuteur, une tutrice pour exercer à ces droits. Et donc, dans la loi, on prévoit que ces personnes, donc les personnes en charge de la curatelle ou la tutelle, vont avoir la responsabilité de la garde et l'entretien et d'assurer le bien-être moral et matériel de la personne majeure inapte. Ce qui est similaire un peu au devoir par rapport à la personne qui a la garde de l'animal, qui doit aussi s'assurer bon, que les besoins essentiels soient rencontrés et même dans certains cas que l'animal a un niveau de stimulation et de socialisation adéquat. Donc on semble avoir deux régimes relativement semblables qui se mettent en place. Par contre, il y a une distinction abrupte quand on regarde la fin de vie. Pour ce qui est de l'animal, comme on l'a dit, l'euthanasie peut être faite à tout moment sans motif. Mais pour ce qui est de la personne inapte, cette personne-là ne peut pas recevoir de soins de fin de vie, même si elle en a fait la demande alors qu'elle était apte. Là. Donc on pense ici à l'aide médicale à mourir. Donc même si on a fait la demande alors qu'elle était apte, dès qu'elle est inapte, elle ne peut pas recevoir les soins de fin de vie. La personne en charge de la curatelle et de la tutelle peut au mieux refuser des soins nécessaires au maintien de la vie, mais ne peut pas aller plus loin. Et donc on voit ici que malgré la volonté qu'il pourrait y avoir, la vie humaine va être considérée comme beaucoup trop précieuse pour être laissée à la discrétion de tiers ou pour être même laissée à la volonté de la personne inapte alors qu'elle était apte. Donc c'est ainsi qu'on voit que même si les animaux ne sont plus des biens, j'ai l'impression qu'on reste beaucoup plus proche du monde de la propriété à cause de ce droit d'abusus, cet attribut de la propriété qui est maintenu malgré tout de nos jours. Je terminerai en disant que la situation n'est pas fatale dans la mesure où, comme je disais, on aurait pu imaginer certaines conditions, donc la maladie ou des problèmes de comportement graves pour limiter l'euthanasie. Et l'article 6 que j'ai mentionné tantôt, qui établirait les bases d'un droit à la vie, cet article 6 reçoit une exception quand il s'agit de l'industrie agricole, donc il ne va pas s'appliquer à l'industrie agricole. Il y aurait peut-être dans ce contexte-là moyen de raffermir l'article 6
tout en tenant compte du contexte politique actuel qui, puis on l'a bien vu, je pense, avec le dépôt de la politique alimentaire du gouvernement du Québec la semaine dernière, qui est quand même loin de faire une croix sur l'élevage. Encore une fois, là, ici, ça pose la question de comment est-ce qu'on veut procéder. Est-ce qu'on veut favoriser certains animaux pour faire avancer la cause ou si ça serait contre-productif? Mais ça, c'est une question de stratégie militante qui sera laissée à une autre présentation.